Donc Enedis, service public de la distribution d'électricité, est présent sur 95% du territoire national. Afin d'accompagner les nouveaux besoins et les nouveaux usages en termes d'électricité, Enedis réalise des études prospectives, et a fortiori des études prospectives autour des évolutions de sollicitation sur le réseau de distribution. En mars 2021, Enedis a présenté 4 scénarios qui ont été corroborés assez récemment par les études qui ont été présentées par RTE. Et comme RTE, nous voyons une évolution de la consommation d'électricité qui se traduit par une augmentation d'environ 1% par an jusqu'à l'horizon 2050. Pourquoi 1% d'augmentation de l'électricité? Je dirais c'est la résultante de 2 effets. Le premier effet, c'est un effort collectif d'efficacité énergétique des bâtiments qui induit donc du coup une diminution des consommations qui vient être compensé et largement un peu dépassé par le fait de la diffusion des nouveaux usages de l'électricité, notamment induit par la mobilité électrique. Donc ça, c'est, je dirais, un premier point de préparation de l'avenir. Le deuxième point de préparation de l'avenir par Enedis, c'est le fait de participer à des expérimentations sur le territoire, notamment autour du pilotage de la recharge de véhicules électriques. Et puis je dirais en troisième point, et ça je dirais c'est le tournant du numérique qu'a pris Enedis dès 2014 en faisant le choix de déployer Linky sur tout le territoire national qui aujourd'hui, je dirais, permet d'avoir des données de production et de consommation d'électricité pour chacun de nos clients, mais également, je dirais, une capacité de les agréger pour, je dirais, communiquer ces données de façon confidentielle au niveau des collectivités locales, et c'est un précieux levier d'aide à la décision publique. Merci. Donc on le voit hein, déjà le premier élément qui compose cette table ronde, c'est la question de la data, de la donnée, mais on y reviendra juste après. Pierre Guyard, sur le volet mobilité, avant de rentrer dans le détail un petit peu de ce qui peut être mis en place, peut-être nous parler dans un premier temps des différentes alternatives pour décarboner la mobilité. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, pourquoi Engie et la mobilité? Puisqu'historiquement, on est plutôt un énergéticien tel que on l'était défini avec nos collègues d'EDF. En fait, on est rentré dans la mobilité il y a déjà quelques années sur les énergies alternatives qui permettent d'assurer cette mobilité, notamment par le gaz. Nombre d'entre nous doivent connaître les stations GNVR. GNVR est dans le périmètre d'Engie Solutions aujourd'hui. Et je dirais, sur cette première expérience qui a fait de nous des opérateurs de vente d'énergie, de mobilité dans ces stations, eh bien, on s'est intéressé à ce qui fait l'alternative au pétrole, bien sûr, à l'essence et au gasoil. Et au-delà du gaz, il y a le biogaz qui maintenant devient de plus en plus disponible. Et par extension, eh bien, l'électricité. On est opérateur via Engie Green de grandes plateformes de fermes photovoltaïques ou de fermes éoliennes. Et effectivement, là aussi, l'usage de l'électricité et son verdissement permet d'assurer une alternative à la mobilité. Et depuis quelques années, mais avec une forte pression depuis 2 ans maintenant, l'hydrogène qui commence effectivement à être une solution. Donc Engie a décidé de se positionner dans ces énergies alternatives à la mobilité en créant, et c'est un peu notre enjeu Engie Solutions aujourd'hui, ces stations multi-énergie qui peuvent effectivement distribuer à tous les utilisateurs potentiels, donc les véhicules électriques que vous connaissez, y compris peut-être aujourd'hui personnellement, mais tout ce qui est la mobilité plus lourde, donc les bus, les bennes à ordures ménagères, les bateaux bientôt, les avions dans quelques années. Mais en tout cas, voilà, il y a des énergies alternatives à l'essence et au gasoil pour la mobilité. C'est tout cet enjeu-là qu'on essaye de couvrir aujourd'hui. Merci. Donc, on le voit, la data, la question des mobilités et de ces alternatives.
pour les décarboner. Mais la question est de ne pas traiter ça de façon décloisonnée, le bâti, la mobilité, tous ces enjeux-là de façon qui ne soient pas reliés. Et justement, Emmanuel François, comment positionner cette mobilité électrique décarbonée dans la Smart City? Alors, c'est clair que la mobilité, en devenant électrique, regagne le bâtiment, réintègre le bâtiment, alors qu'elle l'avait quitté il y a 120 ans, quand on est passé de la calèche au véhicule thermique. Et bien maintenant, le véhicule retourne dans le bâtiment pour s'alimenter, véhicule électrique. Et de ce fait, on assiste à une convergence entre bâtiment et mobilité, autour du numérique et autour du service. On va parler désormais de Mobility as a Service et Building as a Service. Et si on parle de Mobility as a Service, on va parler d'abord de partage de la mobilité. Donc la mobilité, le véhicule comme vecteur de mobilité partagée, mais également le véhicule vecteur d'énergie ou de smart grid, avec potentiellement demain la possibilité de stocker de l'énergie et demain de la réintégrer sur le réseau. On en parlera après. Donc on voit bien qu'en fait on change complètement de dimension et en fait le véhicule devient un élément, une composante clé de la Smart City. Enfin, en devenant électrique, le véhicule et en se chargeant dans le bâtiment va tirer la production, le stockage et la distribution d'énergie en local, en complément d'une production centralisée. Et ça encore, c'est fondamental parce que ça va amener, changer le modèle d'une Smart City avec beaucoup plus de local. Et on verra qu'ensuite, on va aller vers du partage de l'énergie au niveau du local, du quartier, et de partage d'espace au niveau du quartier. Donc on voit qu'en fait, c'est en train de, par la mobilité, on va avoir une nouvelle vision macro de la ville. Merci. Donc on le voit, hein, l'enjeu, c'est de pas déconnecter ces deux sujets et surtout de connecter très fortement la question de la mobilité à la construction, voire la rénovation des bâtiments. Justement, par rapport à ça, Étienne Vignali, donc chef de projet à la SPL Lyon Confluence, donc un aménageur qui construit un morceau de ville entier. Voilà, sur vos réflexions, vous, quelle utilisation du numérique et surtout de la collecte de data vous faites sur le quartier de Lyon Confluence? Alors sur le quartier de Lyon Confluence, en tant qu'aménageur, on a principalement deux préoccupations liées à cette question du numérique. La première, c'est de suivre et évaluer en post-travaux les performances énergétiques des bâtiments, qu'ils soient neufs ou rénovés, afin de mieux comprendre d'éventuels écarts de consommation d'énergie qu'il peut y avoir par rapport aux phases conception, et puis d'améliorer pour les futurs projets. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième autre point, c'est d'améliorer ou de renforcer la consommation locale d'énergie renouvelable produite dans le quartier. Alors juste avant, vous avez eu la présentation d'Anthony Manelli de GIC. C'est un exemple de projet, mais il y en aura d'autres dans les prochaines années pour pouvoir... En créant des dispositifs d'autoconsommation collective, ça nécessite de suivre un peu finement qu'est-ce qui est produit, qu'est-ce qui est consommé et comment on fait des clés de répartition, des répartitions de charges pour les habitants du quartier, et donc de suivre ça avec le numérique. Par contre, après, quelle que soit l'utilisation que l'on fait de ces données, que ce soit en autoconsommation collective par exemple, ou en suivi-évaluation de travaux, ça se fait toujours en transparence avec les habitants, les copropriétaires, puisque ça fait l'objet de conventions de partage de données. Ce n'est pas des données individuelles, hein, c'est des données soit anonymisées, soit agrégées à l'échelle du bâtiment et de l'îlot, et ça fait l'objet de votes de résolution en assemblée générale pour partager certaines données pour un certain type d'usage auprès d'un certain type d'acteurs. Ok, donc on voit, vous, sur le quartier, cette question du numérique, de collecte de données, est plutôt là pour faire du suivi et derrière optimiser, que ce soit vos futurs bâtiments et aussi mieux produire, mieux consommer les énergies produites sur le territoire de Lyon Confluence. Justement, par rapport à cette collecte de données et derrière comment on exploite toute cette data, Élise, vous l'avez bien dit tout à l'heure, via les compteurs Linky, vous collectez une grande quantité de data, et comment toutes ces infos-là vous permettent d'accompagner dans le territoire, donc très localement, les acteurs publics, mais aussi privés, pour plus d'efficience énergétique.
Alors, dès 2015, Enedis a accompagné la métropole de Lyon dans la construction de son plan climat, air, énergie, territoire en mettant à disposition les premières données disponibles. Aujourd'hui, nous intensifions ce partage de données et notamment nous accompagnons la métropole de Lyon dans son travail de priorisation des bâtiments à rénover dans le cadre du projet Écorénov. Vis-à-vis des acteurs tertiaires, nous les accompagnons également dans le cadre de des attentes qui sont formulées par le décret tertiaire qui vise à diminuer de 60% les consommations en énergie à l'horizon 2050. Et dans ce cadre, Enedis met à la disposition de ses propriétaires les données de consommation qui serviront de référence à ces calculs. Troisième point, ce qu'on perçoit par rapport aux familles, c'est que pour aller sur des démarches de sobriété énergétique ou de rénovation du bâtiment, de leur logement, il faut, faire appel à de la médiation. Et sur le territoire de la métropole de Lyon, cette médiation est réalisée notamment par l'ALEC, Agence locale énergie-climat, dont nous sommes partenaires et qui accompagne les familles dans le cadre notamment d'un défi déclic pour acquérir des gestes qui leur permettront de réduire leur facture d'énergie. Et également qui accompagneront les familles pour trouver les meilleures solutions pour rénover leur logement afin, de façon indolore, de consommer moins d'électricité et de gaz. Donc, l'enjeu est aussi que le particulier qui génère cette donnée puisse l'exploiter et optimiser aussi ses propres consommations d'énergie. C'est ça. Et notamment, il y a une appli qui s'appelle Ecolio, qui a été développée par la métropole de Lyon et qui permet de rassembler toutes les consommations de gaz, d'électricité et d'eau pour permettre un meilleur monitoring sur votre propre smartphone. Merci pour cette précision. Donc là, on voit, c'est la question des outils numériques aussi qui apparaît de plus en plus dans la gestion des bâtiments, la gestion des villes, la gestion des mobilités. Ça pose beaucoup de questions. Certains sont contre, certains sont pour. Pas de vision dogmatique, mais surtout comment on fait. Pour vous, Emmanuel François, la question, c'est de ne pas appréhender le numérique comme une finalité, mais plutôt comme un outil, un moyen au service de la ville intelligente, de ces nouvelles technologies, mais aussi du pilotage énergétique des installations. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. En fait, il y a un axiome qu'il faut maintenant avoir en tête, c'est que le numérique est une partie intégrante de notre société. Et je le souligne, comme l'écriture. Et donc, ceux qui n'ont pas compris ça, je pense qu'ils sont en dehors du XXIe siècle. Je suis un peu brutal, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, notamment grâce à la mobilité électrique, il y a un impératif, c'est d'apporter cette infrastructure numérique dans tous les bâtiments. Ça doit être un commun, au même titre que le commun du réseau électrique ou de l'eau ou du gaz. Et le numérique est nécessaire aujourd'hui déjà pour piloter le mix énergétique. On voit bien qu'on va avoir de la production, du stockage local, avec différents types d'énergie, une origine décarbonée ou carbonée. Et il faudra faire un arbitrage. Et cet arbitrage, il ne peut pas être fait, il doit être fait en temps réel. Et donc, il faut avoir des outils numériques pour le faire. Et il faut que tous les éléments, tous les équipements soient interconnectés avec la possibilité d'agir en temps réel. Ensuite, c'est nécessaire pour l'efficacité énergétique, c'est-à-dire asservir la production, par exemple, de chaud ou de froid aux usages. Aujourd'hui, effectivement, on continue encore de chauffer des salles de classe ou des bâtiments alors qu'ils sont inoccupés. Bon, c'est plus possible. Mais pour ça, effectivement, il faut une dose de numérique. Et enfin, c'est nécessaire pour optimiser les usages, notamment l'usage de mobilité et l'usage des espaces. Pareil, c'est effectivement, si on parle d'espace, aujourd'hui 30% des espaces, M. Mogard l'a bien encore dit ce matin, les bâtiments sont occupés que 30% du temps. Face à la problématique carbone, c'est plus possible.
Donc effectivement, il faut augmenter ce taux d'utilisation des bâtiments, avec des bâtiments beaucoup plus flexibles, multi-usages, mais ça ne peut que fonctionner avec l'usage du numérique. Donc effectivement, c'est un moyen incontournable. Et ça nécessite, excusez-moi pour finir, la maîtrise de la traçabilité, c'est-à-dire une traçabilité. Ça nécessite une traçabilité des données, mais il faut que ça soit maîtrisé et sécurisé. C'est notamment le rôle de l'ASBA d'accompagner cette transition. Merci. Alors peut-être pour traduire, mettre en application un peu sur le terrain ce que vient de nous dire Emmanuel François, peut-être Étienne Vignali, nous préciser, tout simplement, parce qu'on en a trois à côté de vous, comment vous travaillez avec les opérateurs et les acteurs de la Smart City sur le quartier de Lyon-Confluence. Alors pour prendre deux exemples qui en plus sont autour de la table, donc ça tombe bien. Pour prendre un exemple à l'échelle du bâtiment, nous ce qu'on a pu percevoir de nos évaluations sur plusieurs bâtiments ces dernières années, enfin je n'apprends rien à personne je pense, mais c'est l'importance de l'exploitation du bâtiment, enfin le fait que la performance énergétique elle se construit en phase conception, elle se construit avec la qualité des travaux, mais elle se construit aussi avec une bonne exploitation des bâtiments. Donc pour aller plus loin, en tout cas on travaille avec plusieurs entreprises de la SBA sur la création d'un jumeau numérique. Alors pour l'instant on commence à petits bras sur un bâtiment test, mais en tout cas voilà, c'est une manière pour nous d'utiliser le numérique pour aller un cran plus loin et pour pas faire juste de constater des écarts, mais essayer d'améliorer. Et puis à l'échelle quartier, on a un travail en cours et qui va se poursuivre dans les prochaines années avec Enedis pour dimensionner au mieux les infrastructures du réseau électrique et les futurs postes de distribution, puisque personne n'a intérêt à avoir des installations qui sont surdimensionnées. Ça coûte à tout le monde, ça coûte à Enedis, ça coûte à l'aménageur, ça coûte aux promoteurs immobiliers, ça coûte in fine aux acquéreurs de logements ou de bureaux. Donc en suivant de manière un peu plus fine comment la production photovoltaïque du quartier Confluence peut par moment peut-être réduire les besoins du réseau électrique, c'est une manière d'améliorer, d'optimiser les infrastructures énergétiques du quartier. Merci Étienne. On a beaucoup là parlé sur les deux dernières questions, sur le rôle du numérique, ses enjeux. Peut-être Pierre Guyard nous refaire un focus sur les mobilités, nous préciser quelques actions déjà en place de votre côté sur la mobilité électrique. Oui, alors c'est vrai que c'est important d'avoir à gérer la donnée qui va nous permettre d'avancer, mais il faut déjà installer les bornes et dans les immeubles et un peu tout autour des immeubles, pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, parce que objectivement aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a des difficultés. Alors sur les immeubles neufs, c'est pas tout à fait le cas parce qu'il y a les obligations réglementaires, donc acte. Et là, effectivement, que ce soit les installateurs électriques en amont ou le constructeur de l'immeuble, les bornes sont installées. En revanche, dans les copropriétés comme à l'intérieur des immeubles tertiaires existants, on a des difficultés à rassembler à la fois les utilisateurs, les gestionnaires, les propriétaires de ces immeubles pour obtenir le droit de mettre en œuvre des bornes. Donc notre alternative aujourd'hui, et ça se fait en collaboration avec les collectivités locales bien évidemment, c'est plutôt d'aller sur des bornes de voisinage de ces immeubles, c'est-à-dire sur la partie publique du territoire, par l'intermédiaire de concessions. Donc on vient de gagner une concession à Strasbourg avec la métropole pour installer des bornes là où effectivement l'usage apparaît le plus opportun. Donc c'est à la fois dans les pôles résidentiels forts, puisque justement dans les immeubles c'est pas très simple de mettre des bornes électriques, ou dans les zones tertiaires fortes où là effectivement l'usage tourne. Donc ça c'est les concessions sur domaine public. Et après, avec une structure que nous avons acquis il y a quelques mois, pour pas dire quelques années, mais une structure qui s'appelle Philitop, là on a fait un travail avec les gestionnaires plutôt de commerce ou la restauration rapide. Je ne vais pas donner les marques, mais voilà, vous voyez à peu près ce que je veux dire en termes de grands producteurs de restauration rapide de proximité, pour utiliser leur parking extérieur comme aussi un pôle de distribution d'alimentation électrique. Alors plutôt avec des bornes rapides, puisque effectivement ils ne vont pas rester très très longtemps, parce que sinon la solution c'est encore
encore chez soi, et notamment dans les maisons, qu'on peut recharger sa borne électrique. Donc il y a une dynamique aujourd'hui, on essaye de l'accompagner, nous comme d'autres, hein, bien évidemment, mais clairement, dans les immeubles, dans le tertiaire, ça sera, je pense, une phase qui va petit à petit à s'accélérer, notamment dans les immeubles neufs, mais il faut qu'on réussisse tous ensemble, et dans une dynamique d'efficacité énergétique, hein, avec cette notion, pour rebondir aussi sur ce que vous présentiez, utiliser aussi les panneaux photovoltaïques qui vont alimenter en partie les biens communs, notamment les bornes électriques dans les parkings. Mais ça, c'est un travail qui va effectivement se faire dans l'avenir, qui objectivement n'est pas encore tout à fait aujourd'hui réalisé. Merci beaucoup. Pour cette dernière séquence de table ronde, peut-être se projeter aussi un peu dans l'avenir sur ces questions de nouveaux métiers, comment lever des freins, et puis surtout comment évolue la demande des territoires, des collectivités. Donc Élise Cabral, on l'a vu, hein, la mobilité décarbonée fait partie d'un panel de solutions. Comment vous accompagnez les collectivités et comment évoluent les demandes de territoire sur ce sujet-là? Alors, en fonction des caractéristiques des collectivités locales et puis aussi de leur ambition politique, Enedis accompagne toutes les démarches de mobilité électrique. Sur Lyon, c'est clairement tout d'abord la démarche du Citral qui vise à déployer dans le cadre du plan de mandat entre 2022 et 2026 4 nouvelles lignes de tramway, notamment vers l'Est lyonnais, 2 nouvelles lignes de bus à haut niveau de service et également un projet de téléphérique. Deuxième type d'accompagnement mis en œuvre par Enedis, c'est le raccordement de bornes de recharge de véhicules électriques sur la voie publique à travers le programme développé par Easivia sur la métropole de Lyon, mais aussi plus largement à travers l'équipement en bornes de recharge rapide, notamment sur les autoroutes. Et puis le troisième volet de notre démarche d'accompagnement sur la mobilité électrique, c'est qu'on voit qu'il y a un enjeu à pouvoir permettre aux propriétaires de véhicules électriques de pouvoir recharger leurs véhicules le soir quand ils sont chez eux ou sur leur lieu de travail. Parce que globalement, ce qu'on voit, c'est que 90% des usagers de véhicules électriques se rechargent à la maison ou au travail. Partant de là, on accompagne toutes les démarches qui visent à installer des infrastructures de recharge de véhicules électriques en copropriété dans les garages. 180 000 copropriétés existent aujourd'hui en France et il faut qu'on puisse les accompagner dans leurs besoins d'équipement en termes de recharge de véhicules électriques. Okay. Et comment l'évolution de la demande des copropriétés, justement, vous avez une offre de services bien calibrée pour les copropriétés ou vous voyez un boost énorme de demande? C'est une vraie question. Alors aujourd'hui, il existe 3 types de solutions disponibles pour mettre en œuvre la recharge de véhicules électriques dans une copropriété. Et à l'AVER, l'association de promotion pour le véhicule électrique, présente auprès des copropriétés ces différentes solutions. Et nous accompagnons en tant que réseau public de distribution d'électricité l'ensemble des solutions qui peuvent être retenues par les syndics de copropriété, mais aussi les bailleurs HLM. Okay. Donc vous êtes à la disposition, enfin, pas vous personnellement, mais en tout cas Enedis pour accompagner et présenter ces différentes solutions aux syndics de copropriété. Très bien. Pierre Guyard maintenant. On parle beaucoup de mobilité électrique sur cette table ronde, normal, c'est le sujet, mais on l'a vu, il y a la question de la recharge à l'échelle de l'immeuble, d'implanter des bornes sur le territoire. Pour vous, quels sont les principaux freins à lever pour développer ce type de mobilité ? Je vais rebondir sur ce que vient de dire ma collègue d'Enedis. C'est vrai que, notamment, on avait plutôt pensé, nous, que les copropriétés, c'est les premières à s'engager. Mais on constate dans la réalité des faits, on a une offre qui s'appelle Ma Borne Copro, qu'on a mis en œuvre, qui est une des offres dans le panel des offres qui sont disponibles aujourd'hui. Clairement, ça génère aujourd'hui plus de conflits à l'intérieur des copropriétés entre ceux qui veulent pas, comment on va passer, les risques électriques que ça pose, les risques effectivement incendie aussi en fonction des étages et du nombre d'étages de parking. Donc c'est encore une difficulté qui n'est pas aujourd'hui complètement dans la loi. Il faudra sans doute la faire évoluer pour accélérer le mouvement. En revanche, on a les propriétaires de parcs
privés, hein, là aussi il y en a sans doute dans le coin, oui, il y en a pas très très loin du Palais de la Bourse ici, qui eux réfléchissent à avoir une offre globale de parking avec bornes de recharge lentes, et nous on les accompagne pour mettre en œuvre des bornes de recharge électriques à l'intérieur des parkings, puisque là aussi on constate en tout cas dans Paris, hein, je n'ai pas regardé sur Lyon, mais un appauvrissement de l'utilisation de ces parkings. Et donc il faut que les propriétaires de parcs privés souterrains trouvent des nouveaux services à apporter. Donc on peut travailler ensemble pour amener là aussi un certain nombre d'opérations. Et lorsque, je dirais, la masse de places électrifiées va commencer à augmenter, on pourra réfléchir ensemble à des alimentations dans le cadre de parcs photovoltaïques dédiés à l'alimentation des parkings en green PPA, hein, les fameux investissements qui permettent d'avoir une garantie de tarif électrique intéressant et verdi par le parc photovoltaïque en question. Donc voilà, c'est des perspectives intéressantes. Et last but not least, Emmanuel en parlera mieux que moi, c'est cette notion effectivement de véhicule à la fois stockage d'énergie. Finalement, quand on l'utilise, évidemment, on consomme avec le véhicule. Quand on ne l'utilise pas, et ça arrive finalement assez souvent au véhicule, il se redécharge dans l'immeuble. Ça va être possible sans doute assez rapidement dans les immeubles tertiaires et à moyen terme, effectivement, aussi dans les copropriétés pour les mêmes raisons, et bien sûr chez le particulier, mais là il faut d'autres types d'installations, quoi. Donc des perspectives intéressantes, une pression politique et environnementale intéressante, mais une réalité objective qui s'accélère petit à petit. Emmanuel François, justement, avant de vous poser ma prochaine question, je sais que pour vous, c'est un peu ce pourquoi vous militez, d'associer bâtiment et mobilité. Est-ce que vous voulez compléter ce qui vient d'être dit ? Non, enfin, oui, je peux continuer sur ce sujet, c'est-à-dire que on assiste à une mutation très rapide de la mobilité thermique vers la mobilité électrique. Et je pense que dans l'histoire des dernières décennies, c'est la première fois où les usages, les besoins vont être plus rapides que le déploiement des infrastructures, je pense. Et quelque part, il est hors de question qu'on mette en place des infrastructures aujourd'hui qui ne seront plus adaptées dans 3 ans. Parce que aujourd'hui, ça peut marcher s'il y a 2 ou 3 habitants d'une copropriété qui veulent charger leur véhicule. Mais demain, si c'est tous les habitants qui veulent chacun leur borne et charger en même temps, ça ne marchera pas. Alors, on ne sait pas quand est-ce que ça aura lieu, mais c'est dans un espace de 10 à 15 ans, je ne sais pas. Ceci étant, ça veut dire qu'il faut avant tout penser une infrastructure qui puisse être évolutive, bien sûr, et qui puisse intégrer tout de suite la dimension numérique qui permette d'effacer ou de lisser la consommation énergétique à l'échelle du bâtiment et également du quartier. Donc ça va faire partie de nouveaux services et de nouveaux modèles économiques qui vont se greffer, mais avant tout, il faut déployer cette infrastructure. Donc ça a été l'objet du cadre de référence R2S for Mobility qui a été lancé au mois de juin et qui aujourd'hui commence à être déployé par un grand nombre de promoteurs ou de bailleurs sociaux parce qu'ils ont compris que de toute façon c'était une réponse à leurs besoins qui permettrait donc d'apporter une solution aux copropriétés, aux bailleurs, évolutive et qui suivra les usages. Après, effectivement, on voit bien que on va vers de nouveaux modèles économiques qui vont sur le Vous faites tout seul la transition vers la question qui vous est destinée, c'est justement la donnée, le numérique. Quel modèle économique et organisationnel pour développer ces nouveaux services ? Effectivement, c'est des en 2 minutes. Ouais, en 2 minutes, c'est des nouveaux modèles. Ce qui est important, c'est d'avoir accès à cette donnée, que ça concerne la mobilité, l'énergie, la disponibilité des espaces. Et derrière, il faut avoir effectivement une traçabilité, tout à l'heure, comme je le disais, sécurisée, maîtrisée. Et enfin, il faut, on va avoir des arbitrages à faire, notamment sur le coût de l'énergie, mais également sur l'origine de l'énergie. Je pense que très rapidement, des usagers vont aller plutôt dans tel bâtiment que dans tel bâtiment, ou par exemple pour se recharger. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y aura là... ça sera peut-être moins cher, mais aussi il y aura peut-être une empreinte carbone qui sera plus intéressante. Et c'est un facteur qui va rentrer en ligne de compte de plus en plus. Donc c'est bien que des initiatives comme Ogic
ait vu le jour, parce que je pense que la mobilité électrique va tirer ce type d'initiative. Et ça va être tracé. Même si on a vu que c'est beaucoup de travail et d'énergie pour un promoteur, comme nous l'expliquait. Et les modèles économiques vont suivre, en fait, c'est ça. C'est bien qu'au début, on investisse, parce que on va être dans un modèle empirique, et j'ai assisté à votre présentation, c'est empirique, mais on voit bien que petit à petit, ça va s'affiner, et on va arriver à des solutions qui vont être plus évolutives, et puis il faut que aussi les réglementations s'adaptent. Justement, Étienne Vignali, on recitait le programme idéal qui est sur le territoire de Lyon-Confluence. La question des modèles économiques, organisationnels, comment ces évolutions posent question sur des nouveaux métiers au regard de la perspective de gestion et de l'exploitation de la data dans un cadre de Smart City. Quelle est votre position en tant qu'aménageur? Alors, en tant qu'aménageur, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas parce que la technologie existe, qu'on a des compteurs communicants, des sondes, que tout fonctionne bien, ou que tout fonctionne tout court. Et qu'il y a un lien qui est nécessaire entre une grande variété d'acteurs qui succèdent dans la vie d'un bâtiment, en conception, en travaux, avec le promoteur immobilier, avec la copropriété, avec l'exploitant mainteneur, etc. Et que chacun a une part de contribution, une part de la vérité, mais que nous on pense en tant qu'aménageurs et que les aménageurs d'une façon générale ont un rôle à jouer pour maintenir une certaine continuité du fait qu'ils sont sur place, dans le quartier, impliqués dans le projet urbain pendant une durée qui est souvent plus longue que celle des autres acteurs. Donc du coup on est membre d'un réseau d'aménageurs qui s'appelle le Club Ville Aménagement et on coordonne un groupe de travail sur la ville, la donnée et l'usage en collaboration avec deux autres aménageurs, la CERM à Montpellier et Paris Métropole Aménagement, et dans l'optique en tout cas d'apporter notre contribution et nos réflexions à ce que pourraient être des nouvelles missions d'aménageurs ou des nouveaux modèles économiques liés aux activités d'un aménageur. Donc ça c'est un exemple au niveau national, et après on est impliqué à Confluence depuis une quinzaine d'années dans des projets d'innovation soutenus par la Commission européenne. Et elle nous a retenus l'année dernière pour animer pendant une durée de 5 ans 120 villes européennes impliquées dans la lutte contre le changement climatique et partie prenante de projets soutenus par la Commission européenne pour travailler sur différents sujets, alors l'énergie renouvelable en milieu urbain, la rénovation énergétique, la mobilité et notamment la question du numérique et des plateformes de données. Donc voilà, le travail qui est en cours, c'est à la fois pour tirer les leçons ou les meilleures expériences en Europe, mais aussi être force de proposition auprès de la Commission européenne, soit pour les futurs appels à projets, soit pour les futures réglementations. Merci beaucoup, Étienne Vignali. On arrive au terme de cette table ronde. Alors je ne vous renvoie pas tout de suite à vos places, on va prendre des questions. On voit, ça pose quand même beaucoup de questions, des choses sont en place. Peut-être qu'on pourra refaire le bilan l'année prochaine pour les prochains Energy Meetings, voir comment tout ça a évolué. Est-ce que ça a évolué dans le bon sens? Et est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui se sont créés? Comment on sécurise aussi cette donnée? Avant de prendre les questions, peut-être pour les intervenants de la table ronde, on a enchaîné très vite l'intervention d'Ogic sur l'autoconsommation collective avec vos interventions à vous. Donc peut-être qu'il y a des questions dans la salle pour Anthony Manelli au sujet du programme idéal en autoconso collective à Confluence. Est-ce que vous avez des questions? Oui, allez-y. Et si vous pouvez, donc on vous apporte un micro à chaque fois, si vous pouvez juste vous présenter avant de poser votre question. Oui, bonjour, Christophe Delachat, groupe Aguerre. J'avais juste une question sur, alors c'est peut-être un peu technique, les fameux 50 kW que vous avez installés en batterie, c'est relativement limité. Est-ce que c'est lié au budget que vous aviez qui était limité? C'était réellement le fruit d'un calcul pour pouvoir fournir finalement la puissance nécessaire à ce groupe de bâtiments? Voilà, pourquoi 50 kW? Je ne sais pas si on m'entend. Ouais, on m'entend. Normalement, on va vous rallumer, c'est bon. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Donc, en fait, on a installé 50 kW parce qu'en fait, on devait répondre à 50. Nous, on devait produire jusqu'à 50% des besoins en énergie de la copro, en fait. Donc, en fait, c'était un calcul qui a été fait et c'est ce qui nous a amené à cette donnée-là. Ça, c'était dans le cahier des charges quand on a répondu au concours. Tout à fait. Et des parties communes, à l'échelle de l'îlot. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Anthony Manelli, avant qu'on passe aux questions de la table ronde?
Si vous aussi, vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, si ça vous vient, de toute façon, Anthony reste avec nous, j'espère, jusqu'à la fin de la séquence de questions-réponses. Donc si des questions vous viennent, n'hésitez pas. On va revenir à la table ronde. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? Même principe, vous levez la main, on vous apporte un micro, et merci de bien vous présenter avant de poser vos questions. Bonjour, Raphaël Alphonse de Vinci Construction. La voiture individuelle est un modèle en bout de course. Comment vous l'intégrez dans vos projets d'infrastructure? La question c'est La voiture individuelle est en bout de course. Comment vous Comment vous l'intégrez dans vos projets d'infrastructure? Si j'ai bien compris la question. Mais la voiture Oui, c'est ça. individuelle électrique ou la voiture individuelle thermique? La voiture individuelle. Qu'importe. Ouais, individuelle. Je pense tout court. que la voiture individuelle est amenée à devenir une voiture partagée. Et je pense que de plus en plus, on va avoir des transports en commun qui se développent et qui permettent aux gens d'utiliser autre chose que la voiture individuelle. Est-ce que l'un de vous... vous pouvez être plusieurs à répondre. Allez-y, Élise. Oui, les éléments que j'ai partagés avec vous, c'est le fait qu'Enedis accompagne toutes les mobilités électriques. Je dirais c'est un bouquet qui doit être constitué et qui est à la main des collectivités locales et à nous, service public de la distribution d'électricité, d'accompagner ces différentes typologies de réponses aux enjeux du déploiement des ZFE, des zones à faible émission, qui sont, dans le cadre de la loi climat et résilience, prévues pour l'ensemble des agglomérations du territoire national. Alors, j'ai parlé, je dirais, de l'accompagnement du projet Citral, avec le déploiement des 4 nouvelles lignes de tram, des 2 lignes de BHNS, et puis également du projet téléphérique. Mais je pense que en fonction des territoires, il faut être en capacité d'accompagner la solution la plus adaptée à la mobilité décarbonée qui est souhaitée, attendue par les habitants. C'est pour ça que ce qu'on perçoit, c'est que sur les communes de la deuxième couronne de la métropole de Lyon, il faut qu'on puisse adresser les attentes qui sont celles de l'habitat individuel à travers, ou en tout cas de l'habitat diffus sur le territoire, à travers l'accompagnement de l'équipement en borne de recharge de véhicules électriques, à travers l'accompagnement de la recharge en copropriété. Donc je dirais on est là pour je dirais amener des solutions différenciées en fonction des attentes et des exigences du territoire. Oui, pour compléter, effectivement, c'est bien la notion de mixité des usages d'une part et des énergies disponibles d'autre part. J'ai parlé donc de l'hydrogène comme autre alternative pour les véhicules de transport lourd. Mais vous comme moi, on sait bien que tout le monde n'utilisera pas les transports en commun, tout le monde ne pourra pas faire du vélo, même du vélo électrique. Et donc il faut préserver pour les usages. Et je vous invite à aller dire aux constructeurs automobiles ce que vous avez dit aujourd'hui, qu'ils soient français ou européens, pour ne pas dire mondiaux. C'est pas la vision qu'ils ont. Je crois qu'effectivement, bon après chacun défend ses prérogatives, mais l'idée c'est de dire comment la personne handicapée, comment la personne âgée, comment celles et ceux qui habitent un peu loin des métropoles ou des grandes villes vont continuer de pouvoir venir se déplacer, et effectivement plutôt avec des véhicules qui resteront à mon avis des véhicules automobiles de petits gabarits, parce qu'il n'y aura pas de solution. En revanche, et là vous avez raison, il faut que ces véhicules soient décarbonés de la meilleure des façons, et c'est ensemble ce qu'on essaye de trouver les uns et les autres. Et je peux compléter très rapidement pour dire qu'on ait 2 le temps secondes. de prendre une autre c'est question. que effectivement, on ne peut pas être aussi catégorique, même si je partage au fond de moi ce que vous dites, mais on va vers une hybridation de notre société. Voilà, donc la mobilité, les bâtiments, on va vers cette hybridation. Déjà, même nous-mêmes, on a des activités qui sont en train de changer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec la révolution numérique, je parle de 3e révolution urbaine. Et je vous invite à lire un article qui est paru dans Hors Site, là, juste en bas, vous verrez. C'est cette mutation. Et effectivement, la mobilité est le premier maillon d'une industrie qui va complètement changer.
Donc l'industrie de l'automobile va changer et l'industrie du bâtiment va suivre. C'est parce qu'on ne va plus parler de bâtiment ni de mobilité, on va parler de services autour du bâtiment et services autour de la mobilité. Et donc ça c'est vrai que vous avez, dans ce sens-là, vous avez raison. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ça le grand chantier. Et Alain Maugard, malgré son âge, il l'a bien compris, il a cette vision. Et il a dit aujourd'hui qu'effectivement, il y a le choc numérique, et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix face à l'empreinte carbone, face au renchérissement de la vie, et parce qu'effectivement, demain, il faut que les gens se logent et puissent aussi se mouvoir. Et le coût aujourd'hui est trop important, ce qui fait qu'effectivement, on doit aller vers cette notion de partage. Merci. On va laisser Élise Cabrol, vous pouvez compléter très brièvement, merci, Emmanuel, comme ça on pourra peut-être avoir une mini question. Merci Emmanuel d'avoir souligné cet enjeu d'hybridation et de mixité. Par exemple, très concrètement, sur Lyon, on accompagne VNF, Voies navigables de France, pour l'électrification des quais de Rhône et de Saône, qui doivent permettre aux bateaux tant de pouvoir utiliser l'énergie électrique pour la vie à quai, lorsque au lieu d'utiliser des groupes électrogènes, et puis également pour la recharge de batteries des péniches. Voilà, donc c'est je dirais encore une fleur de ce bouquet de solutions pour décarboner la mobilité. Merci pour vos réponses. Après, je pressens bien le débat plus global sur la place de la voiture individuelle dans l'organisation de nos territoires, nos façons de se déplacer. Malheureusement, il nous reste 2 minutes. On n'a pas le temps de faire ce débat ici. J'en suis bien désolée. On essaye de prendre une dernière question, s'il y en a. Je ne voulais pas vous couper dans votre élan de questions. Ah, il y a une question à la fin. Je vous propose de faire très bref dans votre question. Et à tous les quatre, de faire très bref dans vos réponses. Comme ça, on pourra enchaîner sur la conclusion et respecter le timing. Oui, bonjour, Arslan Bensiam, Urbat Promotion. On voit bien la place de la voiture électrique dans les besoins électriques qui demandent des transformateurs assez importants aujourd'hui. Et justement, dans l'arrivée de la voiture électrique, comment on va arriver à adapter les infrastructures et adapter les besoins de puissance qui vont arriver, qui vont être considérables? Malheureusement, vous n'aurez pas le temps de reprendre tous les quatre la parole pour répondre à cette question. Donc, Élise Cabrol, je vous laisse répondre. Alors, j'ai envie de vous rassurer, pour peu qu'on soit collectivement capable de se montrer intelligent, on est en capacité aujourd'hui, au regard des infrastructures existantes, d'adresser cet enjeu de recharge du véhicule électrique. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit, ce qu'on anticipe, c'est une baisse de la consommation du bâtiment, je dirais gagner en termes d'efficacité énergétique, compensée effectivement par une augmentation des besoins sur la mobilité. Notre enjeu, c'est clairement de dimensionner de façon juste les installations, c'est-à-dire autant que de besoin, de mettre là où il y en a besoin des bornes de recharge rapides, parce que ça correspond à l'usage, lorsqu'on n'a pas nécessité de des bornes de recharge classiques, et puis de travailler collectivement sur le pilotage de la recharge de véhicules électriques et de son acceptabilité. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'être rechargé en 1 heure dès que je me branche ? Probablement pas. Mais en revanche, si mon usage est de dire quand je rentre le soir et j'ai besoin de réutiliser ma voiture demain matin et que je signifie au système le fait qu'il faut qu'il puisse remplir ce besoin-là, et je pense qu'on est complètement en capacité de répondre aux enjeux qui nous sont posés. Mais juste aussi pour rebondir, on va vers une hybridation des réseaux, avec des réseaux centralisés, décentralisés, avec des réseaux en courant alternatif et maintenant en courant continu. Sachez qu'en Allemagne, on a les premières autoroutes de courant continu du nord au sud pour interconnecter la production centrale de production locale. Et au niveau local, on commence à parler de DC grid, les premiers DC grid, donc des microgrids en DC, pour justement absorber les recharges de véhicules qui elles-mêmes se feront en DC. Voilà, donc effectivement, on va vers une mixité d'usage aussi, une mixité des réseaux. Et c'est un vrai chantier, mais c'est un superbe chantier, parce qu'à la fin, c'est adapter mieux les ressources. Merci. Et ce sera le mot de la fin de cette table ronde. Désolée de ne pas pouvoir prendre plus de questions. Merci beaucoup à tous les quatre. Je vous invite à regagner votre place et à rester parmi nous pour la conclusion.